Ok, ok. Alors bonjour à tous et ben, spécialement aux gens d'outre-mer, là, toute la session, puis aux gens que je connais, beaucoup de gens. Alors, écoutez, ben, ça va très bien se compléter avec ce qu'a dit Virginie. Il va pas y avoir beaucoup de redites, malgré le fait que ce soit la présentation de deux expériences qui, malgré tout, sont similaires, puisqu'évidemment, on s'intéresse au même patient, un gramme plus jeune, puisqu'il a 5 ans. Et je vais vous en présenter un petit peu les résultats. Voilà, je vais vous présenter un petit peu pourquoi on a mis en place ce programme dans notre région, comment on l'a intégré dans le paysage français des UMAC et puis comment on s'est inspiré des autres programmes. Et puis, je vais vous présenter le résultat de ces 5 ans qui sont presque acceptés pour publication, en tout cas j'espère. Voilà, l'originalité un petit peu de ce travail, c'est que eh ben, on a fait un travail, on a enregistré de manière prospective tous les appels qu'on recevait pour discuter d'ECMO et on a enregistré donc le devenir des patients. Et on a intégré ça dans des données démographiques disponibles dans nos deux régions. Alors, voilà un petit peu le résultat de la disposition des centres ECMO en France. C'est une enquête qu'on avait fait avec le club ECMO sur les résultats 2017. Donc, il y a à peu près 150 à 200 ECMO par an en France. Et puis, hop, excusez-moi, vous voyez que pour installer un centre ECMO et un réseau dans l'ouest de la France, c'était assez idéal. D'ailleurs, comme dans le sud-est, comme ça vient d'être présenté, puisque on est un centre ECMO relativement isolé. Et on est isolé dans une région d'à peu près 7,5 millions d'habitants, ce qui correspond à peu près à 1 700 000 enfants. Je vais le détailler un petit peu par la suite. Et ce qui est également, du coup, une démographie qui est probablement très adéquate pour un réseau UMAC et pour garantir un volume satisfaisant. Alors, évidemment, on s'est inspiré de ce qui existait en France pour monter ce réseau. Et, vous reconnaissez déjà au moins deux publications qui sont passées dans le topo précédent. Et, évidemment, en fait, on a relativement calqué le mode de fonctionnement et adapté à nos contraintes locales. Alors, on a mis en place, et puis les mots sont importants, c'est un réseau de l'enfant gravement malade disposant d'une UMAC, que l'objectif du réseau, finalement, c'était de discuter tous les cas sévères et puis d'enregistrer le devenir des enfants qui soient ou non cannulés. Alors, voilà ce réseau. Ça, ce sont des images qui ont été faites par Lucie Aubert, là, une étudiante de Rennes qui a travaillé sur ce sujet. Voilà les centres du réseau. Vous voyez, donc on a un centre ECMO qui est notre centre, et puis des centres, des unités participant au réseau. Donc il y a 8 unités. Donc il fallait impérativement que ce soit des réanimations néonatales de niveau 3, puisque vraiment l'objectif de ce réseau est de ne pas déstabiliser le réseau de soins actuel qui veut que les nouveau-nés les plus sévères aillent dans des réanimations néonatales de niveau 3. Et pareil pour la pédiatrie, on s'est intéressé à des centres disposant d'une activité de réanimation pédiatrique, là encore, pour ne pas perturber l'organisation qui veut que les SAMU pédiatriques, par exemple, soient activés le plus vite possible pour amener les enfants dans des réanimations, là où ils doivent être, là où ils seront pris en charge pour le traitement conventionnel. Alors, la création d'un réseau en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a tout un versant administratif, c'est-à-dire qu'on a le droit de se déplacer et de travailler sur le plan administratif. Tous les centres ont une convention pour cette activité. Quelque chose de très important, c'est qu'on a organisé en même temps des journées thématiques qui ont traité de l'ECMO, bien sûr, et puis de ce qu'on fait en ECMO, mais qui traitent aussi du traitement conventionnel pour que le réseau soit l'occasion d'une progression sur le plan du traitement conventionnel, que ce soit hémodynamique ou respiratoire. On a écrit ensuite un protocole régional qui reprenait les indications d'ECMO et également qui reprend la mise en pratique, très pratique, du déclenchement éventuellement de l'UMAC. On a utilisé une méthode Delphi, donc c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs tours et puis on a
vraiment fait en sorte d'impliquer au moins un médecin référent par centre dans l'écriture de ce protocole qu'on avait fait également relire. Il n'y a rien de nouveau dans ce protocole, rien de particulièrement intéressant, ça reprend essentiellement les indications ELSO. Et puis, bien sûr, il y a eu un versant du travail dans la création du réseau nantais, où il y a beaucoup de monde qui a travaillé pour la deuxième partie du nom de ce réseau, c'est le disposant du MAC, donc pour la mise en place de l'UMAC. Voilà, donc là, je cite les gens qui ont participé. C'est à la fois pour les remercier et à la fois pour dire que finalement, le réseau a mobilisé, si on compte toutes les personnes à Nantes, au moins une trentaine, une quarantaine de personnes. Voilà, ça c'était simplement la façon dont on a procédé pour faire tourner les documents avec plusieurs types de versions. Et puis là, après 5 ans, une version 2.1 va sortir prochainement, avec finalement assez peu de modifications, mais enfin, quelques-unes. La procédure UMAC, alors là, je ne vais pas trop détailler puisque Virginie vient de le faire. Et puis, en fait, il se trouve qu'on a une organisation très similaire, c'est-à-dire qu'on a également une équipe d'astreinte pour la chirurgie cardiaque urgente qui est également sollicitée pour cette activité. La régulation se fait également au niveau du réanimateur médical qui dispose pour ça de documents qui sont rangés dans un onglet. Et voilà, il y a évidemment la possibilité de faire des appels à des amis. Et puis, voilà, donc je ne détaille pas plus tel que prévu, simplement pour dire que dans le cadre de l'étude, en plus de tout ce qu'on va monitorer, on monitore ce qui nous semble et ce qui est recommandé, le délai appel-cannulation pour évaluer la qualité globale, enfin la rapidité et puis la qualité de la réponse UMAC. Ça, c'est le formulaire qui n'a pas été rempli dans 100% des cas, mais quand même dans un bon nombre de cas. Donc, c'est un formulaire de régulation. Donc, c'est une feuille, tout simplement une feuille Excel qui a, quand on la remet à zéro, propriété d'enregistrer tout ce qu'on a fait. Ce qui fait que cette feuille, même si elle n'a pas été remplie en live par tous, elle a été souvent remplie. Et ce qui permet d'enregistrer de manière prospective finalement tous les patients qui sont régulés, quelle que soit la décision finale. Et puis cette feuille reprend évidemment un certain nombre de critères de sévérité qui font porter l'indication. Et puis évidemment une checklist de contre-indications. Et parfois, on est dans douteux et puis c'est là qu'on appelle des amis. Le début réel de ce réseau, il a été dans l'urgence comme c'est souvent. De toute façon, on attendait l'urgence pour débloquer les derniers verrous. Il y avait des petits verrous SAMU, des petits verrous comme ça. On attendait évidemment le premier cas. Le premier cas était un cas heureux, et ce qui fait que je pense que c'est très intéressant pour un réseau. Après ça, on a une période un peu moins heureuse qui aurait pu compromettre quasiment la poursuite de l'aventure. Et puis, bon, finalement, avec les années, tout ça s'est glissé. Donc, le premier cas, c'était un nouveau-né atteint d'une cardiopathie congénitale de diagnostic post-natal à l'occasion d'un état de choc et d'une défaillance multiviscérale, donc une transfo des gros vaisseaux. Voilà un petit peu ce qui a été fait. C'était à Rennes. Et il se trouve que c'était à Rennes qu'on avait particulièrement mis en place et on était allé assez vite sur l'établissement du réseau. Donc, ça s'est très bien passé. Et on a chaque année, j'ai le plaisir de recevoir une petite carte chaque année. Et voilà. Et je me suis fait épingler il n'y a pas beaucoup de temps par des usagers qui checkent sur Internet toutes les photos des patients pour porter plainte. Donc, je fais maintenant très attention, mais vous pouvez lire les bougies, vous aurez son prénom. Alors maintenant, on vient au vif un petit peu des résultats. Voilà comment s'appelle. Le titre est un peu long, mais vous savez que maintenant, il faut mettre des titres le plus précis possible sur le contenu de l'étude. Donc voilà, la fréquence de l'utilisation de l'ECMO dans une population ciblée. Et puis le devenir à l'intérieur d'un réseau bien construit. Donc, les objectifs de cette étude, c'était de déterminer l'incidence du recours à l'ECMO en population. Qu'est-ce que ça veut dire en population? C'est une donnée
d'épidémiologie qui est assez importante, c'est-à-dire que pour cette étude, et l'avantage de cette étude, c'est qu'on maîtrise les flux de population, c'est-à-dire qu'on est quasiment certain que tous les patients de la région hospitalisés pour lesquels il y a eu un recours à l'ECMO, ben, c'est passé par notre centre. Et quand on a été obligé de faire délocaliser, ben, on a cette notion. Donc, on peut déterminer voilà, donc, tout ça en population. Et puis, on va décrire aussi le devenir des patients. Et ce qui nous intéressait, ce qui a été fait également par l'équipe de Marseille, c'est de savoir si les enfants avaient un accès égalitaire et des chances égales de recourir à l'ECMO, quel que soit leur site d'hospitalisation initial, que ce soit dans le centre d'ECMO ou non. Alors, les méthodes, on a déjà un petit peu parlé de ce recueil prospectif de tous les appels ECMO, incluant les index de sévérité. On a également fait une interrogation de l'INSEE pour avoir les données, les démographiques les plus précises possibles. Et puis, ça a été d'ailleurs quelque chose d'assez difficile à mettre en place, un petit peu long, mais ça nous a apporté beaucoup d'enseignements. On a vu un petit peu ce que c'était que les requêtes PMSI. Et on est passé par le national, puisque ça permet de garantir une requête tout à fait commune sur chacun des centres. Et donc, on avait ciblé des diagnostics et des actes de sévérité dans toutes les réanimations du réseau pour essayer de classifier au mieux les pathologies des enfants admis dans une des unités du réseau pendant la durée de l'étude. Donc voilà précisément ces résultats démographiques qui sont importants puisque c'est le choix du dénominateur. Donc il y a 7 millions d'habitants, un petit peu plus. Il y a 10,3% de la population pédiatrique ici, c'est à peu près du coup comme la population de l'UMAC marseillaise. On a eu sur la durée de l'étude 363 000 naissances. Donc, ça représente quand même à peu près 12 000 admissions dans les réa néonates de niveau 3 et pédiatriques, c'est-à-dire qu'on a tenu compte que des nouveau-nés éligibles à l'ECMO, c'est-à-dire que pour ça, on a ciblé un terme supérieur à 34 semaines. Ce qui n'est pas tout à fait, effectivement, en soi un critère d'éligibilité à l'ECMO, mais c'est comme ça qu'on a décidé de partitionner la population. Voilà ce que ça représente. Je montre cette donnée. C'est pas pour dire que Nantes avait admis plus que le reste, c'est pour dire que les données de néonates sont assez difficiles à analyser. Par exemple, si vous voyez ici les données en vert de Rennes représentent assez mal l'activité et le bassin de population de la ville de Rennes. Vous voyez qu'il y a à peu près autant d'admissions réa-néonates niveau 3 à Rennes qu'à Saint-Brieuc, alors qu'on s'adresse à des bassins de population tout à fait différentes. Donc, ce qui est compliqué avec ce choix du dénominateur, c'est pour ça qu'on est allé vers les naissances vivantes, c'est que les critères d'admission en réa néonatale peuvent varier assez drastiquement en termes de sévérité selon les centres. Et donc, dans les petites villes, on a tendance à avoir beaucoup plus de nouveau-nés en réa qui n'ont pas d'acte marqueur de réa. Alors voilà ici tous les diagnostics qu'on a sectionnés avec l'enquête PMSI afin de choisir à la fois des pathologies ici dans la colonne de gauche et des actes de sévérité associés pour sérier au mieux les enfants graves admis au sein du réseau. Ça nous a permis donc de calculer des incidences de recours à l'ECMO qu'on a pu vérifier comme étant assez proche de ce qui est décrit dans la littérature et ce qui permet éventuellement de faire des projections sur le nombre d'ECMO nécessaires, par exemple, sur une population pédiatrique française admise en réanimation. Donc, voilà à peu près 0,5% des ARDS ont requis une ECMO dans notre bassin de population. Si je prends un autre exemple, 4,7% des hernies diaphragmatiques ont requis l'ECMO. Et si je prends enfin, je ne sais pas, un troisième exemple, eh bien, parmi les myocardites fulminantes admises dans le réseau, on a 20% d'ECMO. Donc, c'est à peu près ça nous permet de voir si on se situe dans les ranges classiques décrits dans la littérature, de vérifier qu'on n'ait pas loupé beaucoup de patients, ce qui est tout à fait possible, parce que la catégorisation diagnostique par le PMSI, elle est quand même pas tout à fait précise. Et puis, dernière chose à dire sur cette diapo, c'est qu'on a finalement la répartition dans notre centre de ce qu'on avait sur l'enquête ECMO nationale, à savoir un tiers de respiratoire, un tiers de cardiaque hémodynamique et un tiers d'ECMO post-cardiotomie.
L'incidence globale du recours à l'ECMO, donc ça, c'était plus intéressant pour les néonates, c'est rapporté au nombre de naissances vivants. Donc, vous voyez, 0,1 pour 1000, c'est à peu près le recours à l'ECMO néonatal, et c'est là aussi ce qui est à peu près décrit dans d'autres pays de notre niveau de développement, quoi. Alors maintenant, on va venir plus précisément aux appels au sein du réseau aux patients qui ont été régulés. Donc, il y a eu 70 dossiers régulés. Donc, c'est en fait beaucoup moins d'ECMO que ce qui a été décrit auparavant à Marseille, bien sûr. Et voilà, je vous laisse peut-être regarder 2 secondes ce que ça donne. Il y a eu à peu près moitié-moitié de cas respiratoires et de cas cardiaques qu'on a catégorisés, en fait, comme c'est catégorisé pour l'ELSO. Et c'est aussi comme ça qu'on déclare nos résultats à l'ECMO, à l'ELSO. Donc, dans ces cas respiratoires, on a fait 8 cannulations in situ, par exemple, dont finalement, ce n'est pas terrible, la moitié a décédé. Et puis, on a quand même décidé de transporter vers le centre ECMO 19 patients, dont 4 ont été cannulés secondairement. Les autres ont tous été optimisés. Donc, vous voyez un peu comment on a décrit nos résultats. Je prends un autre exemple. Concernant les atteintes circulatoires, eh bien, on a fait 12 cannulations in situ, dont un était finalement devenu une ECPR, donc une réanimation en cours d'arrêt cardiaque quand on est arrivé, et un tiers, vous voyez, un tiers de ces patients sont décédés. Idem pour les patients donc, en myocardite ou avec une atteinte hémodynamique ou une découverte de cardiopathie, 14 ont été transportés. Et là, on a un peu plus de cannulations secondaires, ce qui nous permet de voir finalement, je pense qu'on cible pas trop mal les transports, dans le sens où on n'a pas 90% des patients qui sont non cannulés, c'est-à-dire que là, on ferait venir des patients pas très graves et ça vaut peut-être pas trop le coup. Et puis, en même temps, on en a quand même un certain nombre de cannulés, donc on a vraiment des patients graves, et on n'a pas eu de décès avant cannulation. Donc, c'est un marqueur qualité de ce réseau. Juste pour parler quand même de transport, on a une distance moyenne qui est un peu plus faible, puisque c'est vraiment Brest qui est le centre le plus éloigné, qui est à 300 km, mais les autres sont assez proches. Les patients transférés avant décision d'ECMO ont tous finalement été transportés sans difficulté. Un est décédé quand même rapidement à l'arrivée, mais c'était un patient, une insuffisance circulatoire post-arrêt cardiaque et qui a été récusé une fois qu'on a recueilli les éléments de l'arrêt cardiaque. Les transports sous ECMO, ce sont tous une complication selon ELSO, c'est une transfusion en cours de transport. Un patient transféré à Trousseau, faute de place chez nous, et un patient non transportable une fois cannulé, laissé en place sur centre. C'était un post-arrêt cardiaque également qui compliquait une crise d'asthme. Et on a des chiffres, effectivement, qui peuvent être améliorés, c'est-à-dire que le temps moyen appel-cannulation est de 252 minutes, ce qui est élevé notamment pour les patients en insuffisance circulatoire. Maintenant, rapidement, les survivants, non-survivants de cette série. Ce qui est important à voir là-dedans, bon, on a les choses classiques qui ressortent en arrêt cardiaque, pH, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'admission primaire dans un centre non ECMO n'était pas associée à plus de mortalité, ni le transport en ECMO. Donc ça, c'était très bien. Et autre façon de voir la qualité du réseau, c'est de comparer les patients admis, alors cannulés, là on parle de patients que de patients cannulés, admis primitivement, c'est-à-dire qu'ils étaient cannulés in situ ou secondairement dans le centre, mais admis primitivement dans un centre non ECMO, versus des patients admis donc dans notre centre. Et vous voyez que ce qui est intéressant à voir, c'est quand même les patients admis dans notre centre vont quand même être cannulés probablement avec un état un petit peu plus grave. On voit que des lactates sont à 10 versus 4,5 dans notre centre. Ça n'est pas vrai pour les cas respiratoires qui sont cannulés à peu près avec la même sévérité. Il n'y a pas plus, il n'y a pas eu plus, mais ça pourrait. Il y a peut-être un manque de puissance, mais il n'y a pas eu de plus d'arrêt cardiaque pré-ECMO, que ce soit des centres non ECMO ou ECMO. Et vous voyez que la survie est la même. Alors j'en profite pour faire un petit commentaire sur la survie. Il faut faire attention dans les bases ELSO et les recueils, tout ce qui est trait à l'ECMO, à quand se situe la survie. Vous voyez qu'il y a quand même une différence qui est importante entre ce qu'on appelle survie à la décannulation ou alors 8 jours après la décannulation et survie 30 jours après la sortie de réanimation. En général, on a
des différences. Autre façon d'évaluer la qualité du réseau, se comparer à tous les autres centres d'un registre ELSO. Vous voyez ici, par exemple, notre centre et des centres de même taille. On compare comme ça sans faire de tests statistiques, mais on essaie de voir qu'on est toujours dans les ranges. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que, par exemple, sur le CPR, on devrait pouvoir mieux faire et probablement mieux faire en indication que ce qu'on fait là, ou alors aller plus vite ou je ne sais quoi, mais on a un petit problème là-dessus. Mais pour le reste, on a l'air d'avoir des résultats satisfaisants. Autre petit point qui n'apparaît pas dans ces statistiques, mais qui est très intéressant pour les réanimateurs et pour nous, c'est les moutons à 5 pattes. Faire un réseau UMAC, c'est vraiment récupérer tous les moutons à 5 pattes. Donc, c'est à la fois passionnant et difficile. On ne va pas avoir les myocardites comme les autres. On a bien sûr tout un florilège de myocardites, mais on peut avoir des choses très rares, métaboliques, carentielles, des candidémies néonatales. On a eu des lymphangiectasies primitives, des alcapas, une toxoplasmose luminocompétent, quelque chose de rarissime très récemment. Bref, des cas complexes. Voilà, les conclusions, les perspectives de ce réseau, c'est qu'on a l'impression qu'on a un recours égalitaire à l'ECMO au sein du réseau, bien qu'il y ait quelques décès quand même en cours de régulation. Il y a un travail probablement de fond à la fois sur la rapidité d'exécution et la reconnaissance de l'insuffisance cardiaque dans les réanimations, puisque c'est toujours des patients découverts très tardivement en insuffisance cardiaque qui posent des problèmes lors des régulations. Commentaire limite du travail, on a une difficile quand même catégorisation diagnostique via le PMSI. Ce qui serait bien, et ce qu'on va peut-être un jour discuter, c'est de faire un recueil prospectif dans toutes les réanimations pour mieux décrire notre population et notre dénominateur. On pourrait également aller plus loin en interrogeant le registre des décès, mais c'est difficile, on l'a évoqué, c'est une analyse qui est difficile pour voir s'il y a un réservoir potentiel au-delà de ce qu'on fait en ECMO. Et puis, on a un délai appel-cannulation qui, quand même, reste élevé, qu'on aimerait bien réduire pour les prochaines années. Des perspectives qui me semblent très intéressantes, c'est un article qui va bientôt sortir. C'est les résultats d'un réseau similaire dans l'Angleterre du Sud, donc le réseau de Great Ormond Street. Je ne vais pas détailler plus pour ne pas dépasser le temps, mais c'est une étude qui sera très intéressante à lire, un modèle d'organisation tout à fait différent puisque tous les patients sont transférés avant ECMO dans les centres de réanimation pédiatrique, un petit peu comme l'essai César qui s'était intéressé à ça chez l'adulte. Et ils ont des résultats en Angleterre effectivement excellents qui méritent que probablement on s'inspire un petit peu de leur organisation. Voilà, je vous remercie. Bon. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. En effet, ça complète complètement la présentation de Virginie. Stéphane, si tu as des commentaires, je ne sais pas s'il y a des questions sur le film. Moi, j'ai pas mal de questions. D'abord, je voudrais féliciter une fois de plus l'équipe nantaise qui, je trouve, a une démarche exemplaire, une démarche scientifique et puis une méthode qui, je trouve, est très inspirante. Alors, moi, je vais te laisser poser des questions. Moi, j'ai des petits commentaires après, mais qui sont plutôt positifs. Bon, les questions, elles sont, enfin, il y en a plusieurs. Déjà, une première pour l'équipe marseillaise, justement, que j'avais posée tout à l'heure, je la repose. Donc, les résultats que vous avez parlé de 73% de réussite en termes de décannulation, de sevrage d'ECMO, c'était toutes les assistances respiratoires et circulatoires mélangées. Non, là, le 73%, c'est sur les UMAC respiratoires. Respiratoires essentiellement. Et au niveau circulatoire, vous êtes à combien? Les UMAC circulatoires, on n'en a quasiment plus. D'accord. Là, depuis 2018, on n'a pas transporté un seul patient sous ECMO pour une raison circulatoire. D'accord. Une deuxième question, parce que je sais que vous aviez pris le parti, mais je suppose que vous êtes toujours sur le même parti pris de cannuler en droite-gauche, même sur des indications respiratoires en UMAC. Vous êtes toujours là-dessus? Oui, parce que dans la majeure partie des cas, c'est des tout petits bébés. Il y a toujours, enfin, nous, on considère qu'il y a toujours une instabilité circulatoire qu'il est difficile de prédire dans les heures qui suivent. D'accord.
Très bien. Après, je ne sais pas s'il y a des questions sur le film. Moi, j'en ai encore quelques-unes. Une autre qui me pose, moi, problème, justement, quand on reçoit des appels. Quelle est votre attitude sur l'appel sur l'arrêt cardiaque? Sachant que, vous voyez, les délais de décollage, de démarrage, c'est minimum 40 minutes. Ça dépend aussi du trajet vers où on va. Nous, en tout cas, notre expérience à Bordeaux, notre plus grand pourvoyeur, c'est la réanimation pédiatrique qui est à Bordeaux même, mais qui est sur un autre site, donc ce n'est pas très loin. Et pour autant, quand on se déplace dans cette réanimation, le plus vite qu'on est en termes de délai entre l'appel et la cannulation, alors on est dans la même ville, le plus vite qu'on ait pu faire, c'est 90 minutes, ce qui est déjà très rapide. Mais vous voyez, à 90 minutes, on est déjà un peu hors délai sur l'arrêt cardiaque. Quand vous recevez un appel pour un arrêt cardiaque sur une NUMAC, j'imagine que vous ne partez pas. Ça dépend en fait. Ça nous est arrivé de partir et de réévaluer lorsqu'on arrive à l'aéroport. On appelle le centre. Lorsqu'on arrive à l'aéroport, on réévalue la situation à ce moment-là. En gros, de deux choses l'une, où le patient est reparti et on arrive, ou parce qu'il y a quand même en tout cas, c'est ma vision, on a un petit devoir vis-à-vis de l'équipe qui appelle, au moins de présence. Si l'enfant est reparti, en général, on cannule, on repart avec l'enfant et on assume la morbidité neurologique et éventuellement le LATA s'il y a lieu. Par contre, s'ils sont toujours en train de masser ou sinon ils ont arrêté, on repart. Voilà. C'est des situations qui sont compliquées. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. L'aspect technique, il y a l'aspect résultat. On sait très bien que, d'ailleurs, c'est très clairement marqué dans le papier qu'a cité Pierre dans la fin de sa présentation, l'expérience anglaise, où clairement l'arrêt cardiaque est un marqueur fort d'échec des programmes de mobile ECMO et de transport pédiatrie dans ce contexte. Mais après, il y a aussi un petit devoir vis-à-vis des équipes qui appellent. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, c'est notre façon de faire à Marseille. Oui, bon, on a à peu près aussi la même démarche. Nous, on sait que sur les différents registres, toutes les séries d'assistance sur l'arrêt cardiaque, dépasser 1 heure de low flow, le pronostic c'est 100% de mortalité quasiment. Donc, nous, c'est un peu la même attitude. Quand on nous appelle, on enclenche la machine. Et puis, avant de partir, parce que nous, d'expérience, le plus vite qu'on ait fait, le temps que les équipes, surtout quand on n'est pas sur place, c'est-à-dire c'est l'appel du MAC de nuit ou de week-end, lorsqu'on se déplace, le temps de récupérer l'équipe et partir, on a minimum 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, on réévalue. Si le cœur est reparti, on y va. Si le cœur n'est pas reparti, on est sûr d'arriver trop tard et au final, on décline malheureusement à ce moment-là. Donc, je pense que, je ne sais pas, Pierre, si tu as… Oui, c'est drôle puisqu'on a parlé de ça au staff ce matin, puisque la question s'est posée très récemment. Donc, pour nous, c'est très clair. On ne fait pas on ne fait pas de CPR, donc de ressuscitation par l'ECMO de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier ou extra-Nantes. Donc, on ne fait que de l'arrêt intra-hospitalier à Nantes et voire même intra-réanimation. Pour autant, évidemment, on a des expériences où on s'est déplacé et on a dû cannuler en cours d'arrêt cardiaque parce que c'était parti. Et donc, invariablement, ça a conduit à des mauvais résultats. Il faut peut-être préciser simplement que selon les définitions un petit peu officielles, une ECPR, c'est soit réanimé en cours d'arrêt cardiaque, soit une succession d'arrêts cardiaques se renouvelant sans avoir 20 minutes d'intervalle de récupération d'un rythme cardiaque avec une activité pulsatile entre 2 arrêts. C'est-à-dire qu'on peut être amené tout à fait à mettre une ECMO 20 minutes après un arrêt cardiaque si celui-ci a récupéré, même sans pronostic neurologique tout à fait affirmé, qu'on peut concevoir et que nous, on n'est pas contre concevoir dans le cadre d'une réanimation d'attente pour faire du pronostic neurologique. Par contre, on essaye de ne pas proposer de CPR en tant que tel extra-hospitalière. Parce que, bon, voilà. On est d'accord. J'ai une question à poser à Pierre.
est-ce que dans l'évaluation que vous avez faite de votre activité, vous avez évalué votre temps de régulation? Combien de temps ça prend pour accepter ou refuser un transport, que ce soit dans le cadre de l'ECMO mobile ou dans le cadre de on ramène le patient grave à la réanimation pour l'avoir sous les yeux? Alors là, c'est une bonne question. Le délai dont on parle, le délai appel-cannulation, c'est le délai qui est rapporté quand la régulation actuelle amène à la cannulation. C'est-à-dire que c'est le début de l'appel pour raconter l'histoire jusqu'à la cannulation, c'est 252 minutes. Mais il y a un certain nombre de patients pour lesquels il y a plusieurs moments dans la régulation avec une optimisation du traitement conventionnel qui est fait par discussion entre les deux interlocuteurs. Alors ça, on n'en tient pas compte, mais ça peut éventuellement être long. Et par exemple, pour les cas respiratoires, on a un certain nombre de prérequis avant de déplacer l'UMAC, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir vu les courbes du respirateur, la radio pulmonaire, essayer du DV, éventuellement essayer du surfactant selon la population. Parfois même, ça peut aller jusqu'à essayer de l'hémofiltration pour une filtration hydrosodée, des choses comme ça. Donc ça peut s'étaler même sur 36 heures, 24-36 heures. Parce qu'on se retrouve des fois dans des situations qui sont, enfin, en tout cas, c'est ce que décrit l'article de l'équipe anglaise que tu as cité dans la fin de ton topo, qui décrit une situation qui est un peu un oxymore, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, pour les patients les plus graves qui mériteraient au final une réponse rapide, c'est précisément pour eux que les temps de réponse, en tout cas, c'est ce qu'ils publient, sont les plus longs. C'est-à-dire qu'ils mettent plus de temps à déclencher l'équipe ECMO enfin l'équipe de transport, hein, parce que là c'est une analyse. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, c'est qu'eux, ils se permettent quand même beaucoup plus de transport et de non-cannulation. Oui. Et d'ailleurs, leur excellent chiffre de mortalité tient compte de ces patients transportés non cannulés. Et malgré ça, bon voilà. Mais sur 200 patients régulés, ils ont 18 décès quand même en cours de route. Ouais. Donc à la fois, c'est pas rien, et à la fois, si nous, on le rapporte à notre population, je dirais que c'est mieux. C'est pas si mal quand même. En effet. Parce qu'ils ont quand même un très grand bassin de population, donc c'est... Parfait. Moi, je vais, juste pour continuer, parce qu'il y a encore des présentations derrière, il y a quelques questions sur le fil. Une question rapide pour Pierre. Temps médian de cannulation chirurgicale pour du véno-artériel à l'UMAC de Nantes? Alors, c'est-à-dire qu'on parle à partir de l'arrivée de l'équipe? Je ne sais pas, mais tu avais déjà Oui. donné ta réponse, ouais, les 250 minutes entre l'appel et la... Ça, c'est En fait, ça, c'est la donnée qui est recueillie dans la plupart des études. Parce qu'après, le temps de cannulation, bon, si le patient est extrêmement, extrêmement instable, on va pouvoir se permettre, on a déjà cannulé 100 mètres de voie centrale, 100 mètres d'artère. Si le patient, au contraire, c'est un cas respiratoire, on s'est même des fois permis de faire des petits ajustements de ventilation et parfois même de ramener le patient sans cannuler et de le cannuler 22 heures plus tard. Donc, ça a moins de sens de... Voilà, on est capable d'adapter le délai de cannulation à la gravité du patient une fois arrivé. Et il paraît qu'au modérateur, je peux activer les micros. Il ne fallait pas me le dire, Philippe, parce que là, ça va être un festival. Donc, je donne la parole à Jana de Beyrouth. Salut, Jana. Oui, salut. Vas-y, on t'écoute pour ta question. Salut, Jana. La question, laquelle? Tu avais une question que je vais poser. C'était juste pour te faire un coucou en même temps. La question de Jana, c'est à qui revient la responsabilité médico-légale? Est-ce que c'est l'UMAC ou l'hôpital qui demande l'UMAC? Oui, c'est assez compliqué ici. En essayant d'installer l'UMAC à Beyrouth, ça a été assez compliqué de savoir sur qui tombe la responsabilité s'il y a un problème avec l'enfant, s'il décède au cours du transport ou même lors de la cannulation. Donc, je me demandais ce que vous faisiez en France. C'est une question. Moi, je veux bien répondre et justement, parce que c'est un petit point que j'aurais pu aborder. Je vois que Bernard Kretman est là, donc peut-être qu'il va commenter. On a eu pour la première fois, enfin, on a organisé des RMM
pour des régulations qui ont capoté et pour essayer de mieux faire les choses. Et puis, une de ces patientes discutée en RMM a également fait l'objet même de 2 expertises dans le cadre de médiation avec la famille. Et il m'a semblé, en lisant le compte-rendu de cette seconde expertise, qu'on pouvait quand même considérer aujourd'hui, dans un réseau organisé, que ces procédures UMAC font partie aujourd'hui quand même du soin standard. Et qu'une fois qu'on est parti, qu'on a déclaré cette activité, on a un devoir quand même de qualité. Et bon, j'ai trouvé que c'était un point très intéressant. Alors, en soi, la responsabilité, bon, après, nous, on travaille au sein d'établissements. Alors, comme on est conventionné, on est sous la responsabilité mise à disposition par le CHU de Nantes quand on se déplace au CH du Mans. Et donc, cette activité est dans le cadre de notre activité hospitalière. Pour répondre à la question, sur Paris, sur notre organisation à nous, les médecins qui sont détachés, qui partent en UMAC, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières ou le chirurgien, sont déclarés à l'administration. Donc, on est couvert et on a l'autorisation d'aller effectivement exercer dans un autre hôpital. L'idéal, et c'est plus compliqué à organiser, c'est de faire des conventions avec certains hôpitaux. On avait essayé de le faire, mais ça nécessite quand même des procédures un petit peu complexes. Entre chaque hôpital avec lequel on travaille, il faudra avoir une convention signée. C'est un peu l'idéal. Nous, on ne travaille pas encore dans ce format-là. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une couverture, au moins que l'administration effectivement, soit au courant de cette activité, parce qu'on rentre avec un SAMU. Le SAMU, lui, va prendre en charge, par exemple, le retour de l'enfant avec nous. S'il se passe quelque chose, effectivement, il faut qu'il y ait la possibilité que les médecins soient couverts de cette activité. Merci Pierre. Et que je rajoute un mot, Nadir. Très vite, parce qu'il faut enchaîner, on commence à prendre un peu de retard. Bonjour Bernard, comment vas-tu? Ça va, ça marche, si je veux dire. Dans cette notion de responsabilité, et si on regroupe finalement un certain nombre des points des présentations qui viennent d'être faites, je dirais que le point qui peut être judiciairement le plus sensible, c'est la notion de l'appel trop tard. Qui est responsable de l'appel trop tard dans le cadre d'une expertise judiciaire, etc. Et la conclusion d'un certain nombre de lectures de positionnement montre que, c'est pour ça que Pierre me donne la parole, quand un centre organise des conventions avec l'ensemble des centres périphériques, etc., et que des documents formalisent le moment où on doit être appelé, si on est appelé trop tard, la responsabilité va bien entendu tenir au centre qui n'a pas appelé suffisamment tôt. Mais par contre, si ces documents ne sont pas explicites ou si ces documents ne sont pas mis en place ou si ces réunions de réseau ou ces RMM de réseau ne sont pas mis en place et que l'appel est trop tard, le centre référent, si on reprend l'exemple de la région Ouest-Bretagne, le centre de Nantes, se retrouve avec plus ou moins une partie de responsabilité, puisque faire un programme du MAC et aller faire des ECMO et ramener les patients, ça implique aussi améliorer la qualité de fonctionnement du réseau pour qu'on soit appelé suffisamment tôt. C'est ça que tu voulais dire, Pierre, je pense. Dans cette notion de responsabilité, ouais. il y a une responsabilité partagée. Si on est responsable d'un programme du MAC, on est responsable aussi des patients qui n'ont pas besoin du MAC à la limite. Il vaut mieux être appelé avant. Merci Bernard. Et, juste avant, parce que j'allais poser cette question à la fin des 2 autres présentations, mais ça, tu me fais la transition. C'est une question que je voulais poser. Est-ce que les différents centres dans votre réseau de réanimation pédiatrique dans vos régions, ils sont informés du programme du MAC, et puis est-ce qu'ils ont une procédure d'appel, c'est-à-dire pour appeler pas trop tard, justement, pour appeler tôt, avec une petite checklist pour penser à l'UMAC et vous appeler. Est-ce qu'ils ont été destinataires d'une information dans ce sens? Ah oui, pour nous, complètement. Après, cette information ne va pas jusqu'à avoir une stratégie de traitement conventionnel commune à tous les centres.
C'est-à-dire que Non, mais une histoire de checklist courte, oui. hein. Il faut que ça tienne sur une feuille A4. Hein. Oui. C'est des critères d'appel, au fait. Après, tu régules secondairement, mais au moins qu'ils y pensent assez tôt dans l'indication. Alors, la réponse, donc oui, on l'a fournie. Est-ce que c'est vraiment connu? Quand on avait fait le sondage donc, du club ECMO, c'était une des items, finalement, si vous fonctionnez avec un centre, avez-vous des documents partagés? Et en fait, il y avait à peu près que 50% des médecins vraiment de notre réseau qui connaissaient véritablement l'existence des documents. Donc, non seulement c'est un travail initial, mais dans le temps, il y a du travail. Absolument. Je pense qu'un des axes d'amélioration, notamment sur la morbidité neurologique, les 20% de morbidité neurologique grave sur l'ECMO pédiatrique, vient du fait qu'on a… les lésions neurologiques, à mon avis, elles sont antérieures à la cannulation. Et c'est la rapidité d'appel, de la procédure d'appel qui pêche encore un peu, probablement. Bon, on commence à prendre un peu de retard.